Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc nous espérons que vous nous entendez. On va passer à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble sur une thématique très intéressante. Quelques consignes avant de démarrer. Vous voyez probablement en bas de votre page l'onglet chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation de poser vos questions, ou bien vous avez aussi même l'onglet questions où vous pouvez voter pour des questions qui ont été posées par vos collègues. Est-ce que vous pourrez me confirmer, s'il vous plaît, dans le chat, que vous nous entendez sans problème et que vous voyez le support dédié? Très bien, super, grand merci. À l'introduction, juste pour vous dire que ce webinaire est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent cette année du 9 dans le cadre des lundis des CEP, qui est un événement régulier organisé par le réseau et par un Grand Est. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous les intervenantes de Acto, donc notamment Sabine Triponel qui est chargée de projet Acto et Mélodie Canitro qui est conseillère formation Acto. Et nous sommes là pour parler des tendances, des métiers, des besoins de la branche, des organismes de formation. Et j'en profite pour passer le micro à Sabine. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et présents ce matin. Donc moi, effectivement, comme l'a dit Thomas, je suis chargée de projet à Acto sur le Grand Est, donc je suis dans une région bien précise. Et je dirais, ma mission, c'est de concevoir, piloter et déployer des projets en partenariat et en complémentarité avec tous les partenaires emploi, formation et insertion. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je laisse ma collègue Mélodie à se présenter en quelques mots aussi. Vas-y, Mélodie. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Mélodie Canitro. Je suis conseillère formation donc en Grand Est, plus précisément dans la région Lorraine, mais voilà, on intervient un petit peu partout et ravie d'être parmi vous pour parler de cette merveilleuse branche des organismes de formation aujourd'hui. Merci Mélodie. Donc je reprends. Donc le sujet, bien sûr, c'est les organismes de formation, mais quand même, pour certains, tout le monde ne nous connaît pas. Nous sommes effectivement Acto, nous sommes un opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d'œuvre, fondé sur la valeur ajoutée humaine et le relationnel. Acto sur le national, nous sommes 1000 collaborateurs, dont 45 dans le Grand Est où nous sommes issus toutes les deux, et nous sommes collègues, et nous représentons 27 branches d'activité que je me permets effectivement de vous présenter rapidement sur cette slide, dont les organismes de formation, mais pas que. Et c'est vrai que dans ces 27, il y a certaines branches qui ont de grandes difficultés à recruter, mal connues, des idées, on va dire, souvent dégradées. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui aussi que les organismes de formation peuvent être un vrai projet de reconversion. Et on a trouvé intéressant, donc, avec notre CEP Grand Est, de vous en faire part aujourd'hui. Donc, le sommaire de cette présentation sera les idées reçues, quelques idées reçues, bien sûr, il y en a d'autres. N'hésitez pas à les inscrire sur le chat. La branche et ses spécificités, donc, pour que vous soyez aguerris un petit peu à mieux en connaître, sachant que j'ai opté volontairement d'enlever le Grand Est, on parle plutôt au niveau national. Ensuite, les métiers de la formation. Je ferai intervenir ma collègue au fur et à mesure des sommaires, car elle est conseillère formation, elle est en direct avec les entreprises. Moi, je suis, je dirais, plutôt avec les partenaires et en lien avec elles pour mettre en place des actions. Voilà, juste pour répondre Sabine, oui, est-ce que la présentation est enregistrée? Effectivement, pour répondre à la question, cette présentation est enregistrée. À la fin du webinaire, vous allez recevoir le replay où vous pourrez regarder tout ce qu'on se dit là. Alors, quelques idées reçues. Donc, effectivement, c'est quelques idées reçues. C'est au fur et à mesure des événements qu'on peut faire. Je dirais des salariés qui disent pourquoi pas les organismes de formation. Mais par contre, il y a quand même quelques idées sur lesquelles j'aimerais avoir quelques arguments. Qui sont les salaires sont peu attractifs, peu de perspectives d'évolution. Être formateur est un métier très prenant, donc vie personnelle, vie professionnelle, quid. Un métier qui demande une écoute active, je précise bien une écoute active.
Donc, je vais vous donner quelques arguments donc, qui sont repris par la branche, mais parce que vous allez voir qu'à chaque fois, je vous le précise aussi, vous allez avoir des liens. Et ces liens, ça va vous engager aussi par curiosité à y aller. Je ne peux pas tout vous donner en 1 heure, mais chaque fois que vous avez un lien, ça va vous ramener sur notre site acto.fr ou ici, c'est ma place.fr. Ce sont 2 sites qui sont extrêmement complets, dans lesquels on a extrait des informations. Mais si vous êtes très curieux et intéressé par cette branche, vous pourrez aller consulter. Alors, le salaire peu attractif. Alors, tout dépendra du choix que vous allez faire dans votre métier. Soit vous êtes indépendant, et bien ça sera, si vous travaillez 7 jours sur 7, ben effectivement, vous engrangerez de l'argent. Si vous travaillez moins, vous en aurez moins. Ou alors, vous choisissez effectivement de travailler comme salarié. Donc, vous êtes embauché par une structure, organisme de formation. Et donc, selon votre poste, vous aurez des salaires qui vont être échelonnés, cadre, non-cadre, adjoint de maîtrise, etc. Peu de perspectives, non, c'est faux, car effectivement, soit vous êtes déjà un expert et vous êtes en freelance la plupart du temps, soit vous allez pouvoir évoluer vers des postes de responsable programme pédagogie ou carrément intégrer un poste de ressources humaines. Pour les 2 autres, la 3e et la 4e idée, là, on est sur formateur à un métier très prenant. Oui, je pense que je ne vous apprends rien. Vous êtes tous allés en formation. Vous savez que ce n'est pas que dispenser une formation ou des cours, c'est aussi préparer ces parcours pédagogiques. C'est aussi mettre ces supports de cours, je dirais, tout le temps en mise à jour, car les choses changent très vite. Un système de référentiel de compétences et d'évaluation que vous devrez remettre à votre client ou à vos stagiaires. Et effectivement, c'est un métier passionnant, mais dit passionnant, dit prise de temps. Un métier qui demande à être à l'écoute des besoins de ses stagiaires. Oui, vous savez bien que vous n'aurez jamais des groupes homogènes. Vous avez toujours des personnes qui viennent d'environnements très différents. Où là, l'écoute active est très importante. C'est que rien que dans la formation, on n'impose pas une idée. On est comme dans le conseil. On écoute et ensuite on répond. Et c'est vrai que préparer ces formations, c'est aussi s'adapter au public que vous allez avoir. Et donc de pouvoir répondre à toutes questions, donc d'être toujours en veille. Sur toutes les questions qui sont les vôtres et sur votre expertise du domaine que vous allez pouvoir donner en formation. Donc, avoir des techniques pédagogiques, on le verra tout à l'heure. Je vois que Mélodie répond au fur et à mesure. Mais Mélodie, est-ce que toi, tu as aussi quelques idées reçues rapides que tu peux compléter ou que tu peux avoir, toi, dans tes entreprises qui disent « oui, mais ils ne viennent plus toquer à notre porte parce que… » Non, c'est vrai que j'ai pas mal d'entreprises qui me disent aussi, enfin en tout cas, que les gens n'osent pas peut-être postuler en se disant qu'ils n'ont pas les compétences pour le poste. Mais ça, on en reparlera effectivement tout à l'heure quand on va parler des différents métiers. C'est vrai que par exemple, une assistante de formation, voilà, c'est le poste le plus récurrent où on se dit, on n'a pas forcément beaucoup de candidatures parce que les gens pensent que c'est un métier vraiment spécifique, mais voilà, c'est plus des choses comme ça, plus et aussi l'idée reçue comme quoi on n'a pas d'évolution quand on rentre dans un organisme de formation, alors qu'au contraire, il y a plein de métiers différents qu'on peut gravir tout au long d'une carrière professionnelle dans cette branche, quoi. Mais on en reparlera effectivement plus quand on va parler des différents métiers. Merci, Milo. Alors, la branche spécificité, on ne va peut-être pas y passer trop de temps. Je pense que si vous avez envie d'avoir des informations, vous pouvez aller sur nos sites. Donc ça, ce sont des informations de la branche. On ne peut pas inventer les informations que l'on diffuse à l'extérieur, puisque même si le support va vous être envoyé, il faudra faire très attention de n'y modifier aucun élément, étant donné que tout est validé par la branche et des référents branches qui sont à Paris. Alors, il y a eu une très grande transformation et c'est pour ça que je vous ai fait des petits focus comme ça en jaune. Les plus importants, c'est qu'effectivement, il y a une transformation des organismes de formation, surtout par l'impact digital, par tout ce qui est aujourd'hui la formation à distance et qui a été accentué par notre période Covid. Mais ceci, ça a permis peut-être à des petites structures qui n'avaient peut-être pas de capacité à avoir du présentiel et un nombre important. Et puis Calliope. Alors Calliope, je vais laisser la parole à Mélo parce que Mélodie, elle travaille la norme Calliope avec ses entreprises. Et pour certains organismes de formation, ça peut être un handicap, ça peut être une difficulté complémentaire, car elle va vous expliquer ce qu'est Calliope au niveau des organismes de formation. Alors Calliope, effectivement, c'est une norme qualité qui maintenant est obligatoire pour les organismes de formation. Donc, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais non. En fait, simplement, si on est organisme de formation, on doit
répondre à cette norme. C'est obligatoire pour que les salariés, enfin les entreprises puissent se faire prendre en charge leur formation. Mais c'est également un gage de qualité, puisque derrière, il y a tout un tas de contrôles et d'audits qui sont faits quand on est Calliope. Donc voilà, il y a encore certains organismes de formation, ou même, on dirait plutôt des petits organismes de formation, qui n'ont pas encore répondu à cette norme-là. Ça peut être un choix aussi en fonction des entreprises et du public avec qui ils travaillent. Mais voilà, en réalité, c'est juste de se dire que voilà, il y a une norme de qualité qui est faite. Calliope, les organismes de formation, voilà, ils sont maintenant, enfin en tout cas, s'ils travaillent avec des subventions, ils doivent être certifiés Calliope, c'est obligatoire. Donc, j'ai envie de dire que quasiment tout le monde y est aujourd'hui, mais on a encore quand même des petits, principalement des petits centres de formation qui n'y auraient pas encore répondu, faute de trésorerie, parce que quand on se fait certifier, bien forcément, ça a un coût. Mais voilà, en tout cas, les organismes de formation se font accompagner aussi pour répondre à cette norme. Ils ne sont pas tout seuls. Et voilà, donc dedans, il va y avoir tout un tas de contrôles aussi sur comment sont mes programmes, les mentions obligatoires. Enfin, voilà, si vous avez connu un petit peu, si vous avez un petit peu entendu parler de Datadoc avant, eh bien maintenant, c'est effectivement remplacé par Calliope et c'est bien obligatoire. Question sur laquelle j'aimerais rebondir. C'est Amélie disait, tu peux remonter ça. Amélie disait, je pense qu'il y a une erreur dans le texte. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est quoi cette erreur? Au niveau des salaires, il était écrit par an, par mois, 32 000 € par mois. C'était écrit dans le PP. Oui. Ok. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, ça veut dire que vous suivez à la lettre. Alors, pour continuer, quelques chiffres. Donc, niveau national, vous voyez, il n'y a pas non plus, c'est pas énorme, parce qu'il y a des centres de formation très importants, mais on verra que c'est beaucoup de petites structures. Donc, à peu près un peu moins de 11 000 entreprises, un centre de formation, 78 000 salariés, beaucoup de contrats de professionnalisation et d'apprentissage, quand on sait que 86% des alternants auront un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation. J'en profite peut-être pour rebondir sur la question Calliope posée par Camille. Si c'est pertinent, quel est le coût et le temps nécessaire à la certification Calliope? Est-ce que Mélodie, vous sauriez donner? Alors oui, justement, j'étais effectivement en train d'apporter une réponse. Donc, il faut compter une fourchette d'à peu près 5 000 € pour la certification. Il faut compter à peu près 4 à 6 mois. Par contre, c'est hors accompagnement. Je veux dire, quand on se fait certifier, on peut aussi, donc on peut le faire tout seul, rentrer dans la certification seul. Mais quand on n'y connaît rien, c'est très compliqué. Donc, on préconise fortement quand même un accompagnement. Il y a des consultants qui sont là pour ça, qui d'ailleurs ne travaillent que sur ça, sur les accompagnements Calliope, aux diverses certifications, aux diverses normes. Mais c'est vrai que de se faire accompagner, ça peut aider, parce que j'ai encore eu le cas d'ailleurs justement dans une de mes entreprises qui est organisme de formation il y a 15 jours. Et voilà, il y avait des phrases, des choses obligatoires qu'elle n'avait pas réellement compris. Et si elle n'avait pas eu ce consultant qui l'avait aidée, voilà, elle aurait pris des petites pénalités, et il y a des choses qu'elle n'aurait pas fait forcément correctement. Donc, alors l'accompagnement à la certification, c'est pareil. Ça va être vraiment du sur-mesure, mais faut compter entre 3 et 6 000 € selon l'accompagnement, selon les thématiques qu'on a besoin, parce qu'il y a des fois des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, donc on n'a pas forcément besoin d'être accompagné sur tous les points. Calliope, c'est différents volets. Mais voilà, c'est vrai que en tout cas, chez Acto, en tout cas, on préconise quand même l'accompagnement pour être sûr de répondre de manière positive à toutes les attentes dans la certification et de pouvoir réussir son audit, tout simplement. Merci. Alors, on continue, on poursuit. Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, vous avez vu qu'à chaque fois, il y a des liens dans lesquels vous pouvez aller cliquer et puis avoir des compléments d'informations, parce que voilà, il fallait être synthétique dans notre présentation aujourd'hui. Donc, on est quand même sur des chiffres, et on le sait, le conseil, l'accompagnement, c'est beaucoup des postes pris par des femmes, c'est comme ça, c'est un monde de femmes. Donc, plus de 60%, effectivement, les postes sont représentés par des femmes.
Mais comme vous le voyez aussi, au niveau de l'âge, parce que quand on est en formation et qu'on veut se servir de son expertise, d'expérience, on a souvent eu un beau parcours et ensuite, effectivement, on peut parler encore mieux, je dirais, on peut former encore mieux les personnes quand on a été soi-même sur le terrain. Voilà, donc il n'y a pas de scoop, hein, il y a presque 60% dans l'accompagnement, l'ingénierie, la formation. Beaucoup moins de postes sont pris dans le développement parce qu'il y a déjà moins d'embauches. Et les supports, c'est les assistantes, c'est l'informaticien, etc. Voilà. Donc, pareil, hein, donc un petit panorama qui vient de l'étude faite par la branche, alors qui date de 2021, donc je pense qu'elle va être actualisée. Donc, c'était pour vous donner qu'il y a 3 grandes régions qui ont beaucoup plus de centres de formation qui sont Aura, Île-de-France et Hauts-de-France. Mais bon, on n'est pas si mal placés, nous, en tout cas au Grand Est, hein, si on regarde d'autres pourcentages. Idem pour les entreprises. Et ensuite, ce qu'on voit sur la petite barre en bas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur des petites structures. Hein, on va le voir, c'est vraiment, il y a il y a des enseignes où il y a énormément de personnes, mais c'est souvent des petites structures parce qu'ils vont avoir un peu de salariés, un peu de sous-traitants, on va avoir un peu de gens qui sont en freelance ou en prestataire de service, donc qui ne sont pas effectivement comptés dans les effectifs. On est surtout sur une typologie, je dirais, de statut, souvent d'intermédiaire, agent de maîtrise, employé ou cadre, hein, très peu de statut ouvrier parce que ce ne sont pas des postes dans ces domaines. Alors, avant d'attaquer les métiers, est-ce qu'il y a encore des questions sur les premières parties? Est-ce que, Mélodie, tu peux donner aussi un petit peu la typologie des entreprises que tu as, si ce sont plutôt des petites ou voilà, un petit peu leur mode de fonctionnement. Alors, moi, j'accompagne effectivement les organismes de formation de moins de 11 salariés sur mon secteur, mais ça fait quand même 10 ans que je suis chez Apto, donc j'ai accompagné toutes sortes, toute taille d'entreprises. Donc, j'ai eu aussi des plus de 50, j'ai eu de très gros organismes de formation. Après, il faut savoir quand même que dans les organismes de formation, on a une majorité d'entreprises de moins de 11 salariés. Hein, on a quand même beaucoup de petits organismes de formation. Il faut savoir aussi que dans les organismes de formation, on a aussi une autre branche hein, qui est l'enseignement privé indépendant, mais qui sont aussi organismes de formation. Enfin, voilà, dans les organismes de formation, on va vraiment retrouver, on peut avoir un très gros organisme de formation comme, j'ai envie de vous dire, le CCI, PIG, etc. Enfin, voilà, des gros groupes. On peut avoir également des centres de formation des apprentis, mais on peut aussi avoir le petit organisme de formation du coin qui va faire de la formation bureautique ou celui qui va faire du commercial. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes sortes de différents centres de formation. Hein. Quand on dit organisme de formation, c'est vrai que c'est très large, c'est une branche large avec vraiment toutes sortes d'entreprises différentes et aussi beaucoup de métiers. Voilà. Ça répond à ta question? Bonjour, hein, tu as pris le mot pour aller plus loin. Alors, vous voyez qu'en fin de compte, dans les organismes de formation, les métiers sont regroupés par grandes familles d'activités. Pour la plupart, les personnes qui souhaitent se reconvertir dans ces métiers de la formation sont souvent dans l'animation ou la fabrication de supports. On est dans le conseil pour celui qui va faire de la formation, qui est un expert ou qui va venir en prestation extérieure. Il va aussi accompagner les entreprises à monter leur ingénierie de formation. Donc, à chaque fois, vous voyez, on a décliné par activité ce qui amène derrière, qu'est-ce qu'on y fait. On n'y fait pas la même chose. Hein. Chacun a son métier. On a une forme de polyvalence dans les 3 premières parties, mais en général, on n'est pas polyvalent. En organisme de formation, on a quand même une forme d'expertise. Et puis ensuite, on a la partie commerciale, hein, tout ce qui est attaché commercial, etc. Eux, ils vont aller chercher le business, hein, parce qu'effectivement, les organismes de formation n'ont pas que des subventions, hein, ils ont aussi une partie commerciale importante. Le management, la gestion, ben oui, comme toute entreprise, il y a une gestion. Gestion administrative et financière, ben oui, tous les contrats. Donc, il y a beaucoup de métiers transverses. Et puis, les informaticiens qui sont effectivement indispensables pour mettre en place tous les supports. Voilà. Donc là, on catégorise un petit peu, mais en tout cas, vous allez voir le nombre de métiers qui existent et surtout le nombre d'intitulés de métiers possibles et qui sont les mêmes. Mais si vous êtes avec un projet d'être plutôt
salariés, vous allez voir qu'il ne faut pas mettre qu'un seul mot de recherche ou voilà, un seul mot-clé. Il faut que vous élargissiez les mots dans vos recherches parce que vous allez voir, c'est 2 pages complètes, hein, c'est 2 slides complètes d'intitulés de poste pour faire la même chose. Je continue, puis je te laisserai la parole après, Mélodie, sur les métiers. Il y a 4 typologies de métiers qui reviennent et qui sont en tension. C'est l'assistante de formation, Mélodie vous l'a dit il y a quelques instants, le responsable de formation, donc c'est lui qui va chapeauter l'ensemble des formateurs, chargé d'accompagnement social et professionnel. Vous l'avez entendu, chez nous, c'est important. Nous, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec des personnes éloignées à l'emploi, en difficulté, en grande difficulté sociale. Et donc là, on a une double casquette. Et ensuite, le formateur, voilà, le poste de formateur. Donc là, c'est pareil, hein, on explique bien les métiers pédagogiques, les métiers de développement et les métiers de support. Hein. Donc, c'est très, très important de savoir où vous voulez vous situer par rapport à votre projet, par rapport à votre parcours. C'est de se dire, je commence par quoi et j'évolue, ou j'ai cette expertise et je me lance dedans. Ça sera vraiment votre projet à travailler avec votre CEP. Et enfin, et avant que je ne redonne la parole à Mélodie, vas-y. Voilà, alors là, on va avoir 2 slides. Hein, je ne vais pas vous les lire, hein, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais vous allez voir que dans chaque catégorie de poste, vous avez des intitulés différents. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas restrictifs dans les mots-clés quand vous cherchez un poste, parce que voilà, tu peux passer la seconde. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le nombre de postes possibles et d'offres que les organismes peuvent émettre. Et souvent, il y en a qui se regroupent selon l'activité que vous allez mener. Mélodie, je te laisse un petit peu parler des métiers qui sont effectivement en tension et dont les entreprises et les organismes de formation ne. Alors, effectivement, c'est vrai que, comme l'a dit Sabine, on a vraiment une très, très grande diversité de métiers dans la branche. Hein, donc, et puis, il y a aussi, en fonction de chaque organisme de formation, une appellation différente hein, aussi, tout simplement. Entre les postes, hein, dans un organisme de formation, une assistante va s'appeler assistante de formation, puis dans un autre, il va dire que c'est une assistante de gestion. Enfin, même pour les formateurs, hein, il y en a, on va les appeler des responsables de formation alors qu'ils vont être formateurs, mais c'est un formateur. Enfin, voilà, on a vraiment une très, très large diversité des postes. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière quand on disait effectivement le top des métiers dans le secteur. Donc, déjà, effectivement, en tout cas pour ma part, hein, pour être en contact directement avec les organismes de formation depuis des années, c'est vrai que l'assistant de formation, c'est un poste qui est forcément, enfin, qui est très, très recherché. Alors, quand on commence, c'est vrai que quand on démarre, en tout cas dans la branche, je trouve que c'est plutôt intéressant quand effectivement on va sur une reconversion. Alors, l'assistant de formation, ça peut être aussi, encore une fois, très varié parce que ça peut être l'assistant de formation qui va s'occuper, comment je dirais, plutôt de tout ce qui est, je vais m'occuper de tout ce qui est des conventions, de préparer les salles, préparer tout le matériel pédagogique pour les formateurs, préparer également tout ce qui va être pour les stagiaires, donc on va dire les émargements. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses. Ça peut être un premier poste d'assistante de formation. On peut aussi avoir l'assistante de formation qui va, elle, être en lien avec le responsable de formation, donc plus dans des gros centres de formation ou dans des CFA où la responsable de formation, elle va être là pour chapeauter tous les commerciaux qui vont rentrer des stagiaires pour les mettre en formation. Et l'assistante, elle va être là aussi pour justement aller chercher les stagiaires. Donc, vous pouvez, vraiment, c'est très large. C'est un métier qui est très large et on va vraiment avoir plein de tâches différentes d'un organisme à l'autre. Donc, c'est vraiment très large et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et c'est vraiment un métier qui peut être très intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de tâches différentes et apprendre beaucoup de choses. Donc, on peut aussi être en contact directement avec les formateurs, bien entendu, parce qu'on va préparer les salles, leur préparer tout leur matériel pédagogique pour mettre en place. On peut être aussi au contact des stagiaires. Ou alors on peut être directement dans un bureau sans contact avec personne parce qu'on va s'occuper vraiment de tout l'administratif du centre, etc. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Et quand on est assistant de formation, eh bien souvent, je le vois en tout cas, on peut évoluer. On peut devenir responsable formation. On peut aussi, c'est souvent le cas hein, dans les petits organismes de formation, en tout cas, on va chercher des personnes qui peuvent être un petit peu polyvalentes, mais on peut aussi parfois intervenir en tant que formateur sur une formation en particulier. On peut aussi intervenir. Voilà. En tout cas, il y a
vraiment des larges possibilités d'évolution ou de transfert d'un métier sur un autre. Voilà, c'est vraiment une branche large avec beaucoup de choses à faire. Je rajouterais également dans les métiers en tension, bien entendu, là, c'est un métier transverse, hein, mais qui est en tension vraiment dans toutes nos branches, mais c'est le commercial. Hein. Le commercial, parce que dans les organismes de formation, bien entendu, un organisme de formation, pour marcher, ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire rentrer les gens en formation, donc il doit vendre ses formations. Et là, effectivement, on a aussi, voilà, en tout cas, beaucoup de recrutement sur des postes de commerciaux dans les organismes de formation, puisqu'il faut aller justement parler de l'organisme de formation, il faut aller parler de la qualité des formations qui sont données dans l'organisme dans lequel on travaille. Hein. C'est aussi important d'être bien impliqué dans une entreprise, parce que quand on travaille dans un organisme de formation et qu'on est commercial, et ben forcément, il faut aller représenter la marque, il faut aller représenter notre centre. Donc, il faut quand même bien connaître les formations qu'on fait et la qualité pédagogique qui est donnée, en tout cas dans le centre où on travaille, pour pouvoir aller en parler, en tout cas à l'extérieur. Voilà. Enfin, pour moi, voilà, c'est quand même des métiers qui sont très intéressants. Et le formateur aussi, hein, le formateur, mais là, bon, bah voilà, hein, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, effectivement, vous voyez que quand on vous montre tous les métiers, hein, voilà, quand on dit animateur, animatrice de formation, c'est également un poste de formateur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, eh ben, d'un centre à un autre, on ne va pas avoir le même intitulé de poste. Hein, donc, soyez effectivement très large quand vous faites des recherches dans les mots-clés que vous pouvez taper, effectivement, parce que moi, je taperais plutôt formation, hein, au sens large, pour avoir vraiment tous les postes qui peuvent voilà, se présenter dans la branche. Et les formateurs, ben, c'est pareil, hein, il y a des formateurs qui sont recherchés en permanence, et ben, dans toutes les branches, hein, parce qu'on peut être formateur commercial, on peut être formateur dans le bâtiment, on peut être formateur sur la bureautique, on peut être formateur dans les métiers de la sécurité. Hein. La sécurité aussi est une branche en souffrance, donc avec beaucoup de travail. Voilà, il y a vraiment toute une variété aussi. Donc là, c'est pareil, ben, si par exemple le poste de formateur est un poste qui vous intéresse, et ben, parce que pourquoi j'ai envie d'être formateur? Parce que j'aime transmettre. Donc, j'aime le contact avec les gens, j'aime pouvoir transmettre aux autres mon savoir, pouvoir faire évoluer les gens. Hein. C'est ça aussi d'être formateur, hein, c'est pouvoir aimer transmettre aux autres, hein, donc travailler avec les gens en direct, hein, pouvoir les faire évoluer, faire ressortir effectivement toutes leurs compétences, et on va vraiment transmettre beaucoup de choses. Donc, je sais que j'ai ces qualités-là, donc peut-être effectivement que je voudrais être formateur, mais formateur dans quoi? Donc là, bah, effectivement, c'est de savoir dans quelle branche vous voulez aller, dans quel métier vous pouvez en tout cas, dans quel métier vous pouvez former. Parce que c'est pareil, hein, la formateur, donc il y a le poste de formateur, mais vous pouvez aussi, en tant que salarié d'une entreprise sans être formateur, faire de la formation en interne aussi, hein, dans une entreprise. Donc, on peut tous, un jour ou l'autre, devenir formateur. Enfin, Sabine pourrait très bien former sur son poste de chargé de projet. Ou, voyez, c'est formateur, c'est aussi un métier vraiment très, très large. Mais voilà, pour être formateur, il faut avoir des qualités, en tout cas, d'écoute et d'avoir l'envie de transmettre, puisque c'est ça, hein, d'être formateur. Donc voilà, et après, c'est vraiment de se dire, ben, dans quel métier je veux former, hein. Moi, j'ai encore, hein, voilà, pour un exemple tout simple, hein, mais j'ai une amie, moi, qui était dans la vente et puis qui a toujours fait de la vente. Et finalement, là, elle se redirige vers un poste de formateur. Et donc, elle s'est dit, ben, dans quoi je vais me mettre? Bah oui, ben, formatrice dans la vente, parce qu'elle a toujours fait de la vente, elle est excellente dans le domaine. Donc, peut-être qu'effectivement, elle a des choses à transmettre. Et voilà, donc elle a passé un titre professionnel de formateur. Et puis là, elle va pouvoir aller dans des organismes de formation qui recherchent des formateurs dans le domaine. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, hein, y a plein d'exemples. Hein. Formateurs en hôtellerie-restauration, hein, aussi, hein, c'est une branche aussi en souffrance et qui donc recherche énormément. Formatrice dans la propreté, formateur en bureautique, formateur en informatique. Voilà, hein, il y a vraiment tout un panel de métiers différents, on va dire, qui s'offrent à vous dans cette branche. Et en tout cas, c'est effectivement quand on rentre dans un organisme de formation, il y a tous ces métiers qui sont finalement les uns complémentaires aux autres. Hein. Une assistante de formation, forcément, elle va travailler en lien avec les formateurs, avec le responsable de formation. Enfin, tout le monde va travailler en lien. Et donc, du coup, effectivement, on se rend compte que c'est une branche dans laquelle on peut passer d'un métier sur l'autre tout en apprenant et en étant formé. Donc, voilà, c'est des beaux métiers. C'est des beaux métiers. Je redonne la parole à Sabine. Merci. Vous voyez, elle en parle avec passion.
et pourtant, voilà, elle pourrait être aussi formatrice en organisme de formation. Alors, moi, ça va sur le site, c'est pour ça que je vous ai à chaque fois mis les liens. Vous allez pouvoir aller voir soit des témoignages de personnes qui sont dans les métiers, soit des fiches métiers. Donc, c'est pour ça qu'après, je vous ai mis comment étaient constituées ces fiches métiers sur le site Acto. D'abord, le métier lui-même, les missions qui sont confiées, le savoir-être, les qualités, dans quel lieu, dans quel contexte, dans quel type d'entreprise, les formations qui sont utiles, dans lesquelles vous devrez passer certainement, je dirais, soit des CQP, soit des diplômes d'État, et quels sont les types d'évolutions possibles. Hein. Donc, vous voyez que, vous verrez que sur chaque fiche, on a mis les possibilités. Donc, il y a toujours un moyen d'évoluer, soit en interne, soit en changeant de structure, etc. Voilà. Donc, je l'ai fait pour 2 métiers, le formateur et l'assistante de formation. C'était pour vous montrer des exemples, pour que vous ayez cette curiosité d'aller sur les sites pour aller voir les autres. Voilà, comment est constitué. Alors, le savoir-être professionnel, dans la formation, il n'est pas que. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, il n'est pas que? Eh bien non, parce qu'il y a des compétences métiers qui vont être quand même demandées à la base. On ne peut pas non plus, même si on est expert dans une activité, que ce soit la vente comme l'expérience de l'amie de Mélodie, moi j'en ai d'autres, etc. On a quand même besoin, quelque part, d'avoir, je dirais, des prérequis de compétences, malgré tout, et un savoir-être. Donc, le savoir-être, tout à l'heure, on avait beaucoup parlé de l'écoute active, comme dans l'accompagnement, comme avec les CEP qui sont à votre service et qui vous écoutent pour vous aider à vous reconvertir. Il y a un sens de communication et l'écoute en fait partie. La pédagogie, effectivement, chacun a le droit à un moment d'avoir un projet, même s'il peut nous paraître des moments très décalés ou avec de grosses difficultés, mais c'est au formateur ou c'est à l'accompagnateur de vous y amener et peut-être en vous y amenant de vous montrer les dangers. La rigueur, oui, vous avez vu, il y a beaucoup de support, hein, il y a beaucoup de préparation, une autonomie et gestion du temps parce que vous aurez le temps que vous passez en formation et vous devrez aussi établir vos timings pour préparer en amont le après pour faire, je dirais, une synthèse, vérifier les questionnaires de satisfaction, regardez ce que vous devez adapter pour la prochaine fois. Et moi, je vais corriger 32 000 € par mois et par an. Voilà, des coquilles, il y en a. Donc, c'est vrai qu'il faut tout le temps revoir ces supports et une forte capacité relationnelle. Parce que dans les postes, au-delà d'avoir des publics, des stagiaires, vous allez aussi travailler en équipe, vous allez travailler aussi peut-être avec des entreprises à qui vous allez vendre vos formations, vous allez devoir être sur des salons. Enfin, je veux dire, quelque part, on demande à ce qu'il y ait un relationnel extrêmement développé. C'est vrai que quelqu'un qui est très en retrait va peut-être pouvoir travailler en tant qu'assistant de formation, comme l'a expliqué Mélodie tout à l'heure, plutôt dans les préparations de support, mais peut-être pas face au public, face aux stagiaires, face aux entreprises, car ça demande un autre savoir-être. Et effectivement, les compétences, c'est autre chose, savoir un esprit d'analyse et de synthèse, puisque ça ne s'arrête pas à ce que vous dites en formation. Être expert d'un domaine, c'est très bien, parce qu'effectivement, qui de mieux peut parler de quelqu'un qui a fait ce métier pendant longtemps, qui a été formé, qui a pu changer d'entreprise, etc. Donc, c'est énormément cherché, on va dire pourquoi plus de 50 ans. Les organismes de formation sont très friands d'avoir des gens qui leur amènent toute leur expertise et parcours professionnels. Capacité de réaliser un projet dans sa globalité, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec ACP. Maîtriser les techniques pédagogiques, là, il faut être à jour tout le temps. Aimer lire tous les articles qui passent dans votre domaine ou sur la formation et savoir réguler les dynamiques de groupe parce qu'on sait toujours que dans un groupe, il y a tout type de personnes, toute typologie de caractère et qu'on peut avoir des groupes qui fonctionnent moins bien et qu'il va falloir réguler, il va falloir peut-être avoir beaucoup de pédagogie pour qu'une personne qui peut perturber un groupe, qui n'est peut-être pas là pour aller au bout, mais qui est là pour perturber, et bien, il va falloir aussi savoir comment on règle ces problèmes sans qu'il y ait une perturbation pour tout le groupe. La formation, moi je vais vous en parler en quelques mots, mais je laisserai encore Mélodie intervenir car c'est son précaré du travail de tous les jours, c'est de mettre en place des formations, en sachant que cette branche a validé un accord de développement de compétences en interne de ses salariés, c'est-à-dire on a des salariés, mais on les fait évoluer pour qu'ils soient encore meilleurs quand ils ont des groupes de formation. Et aussi toute cette partie des personnes en situation de handicap qui ont vraiment leur place, puisqu'il y a effectivement, je dirais, un accord qui a été aussi signé avec l'AGFIP pour pouvoir
intégrer un maximum, puisqu'on sait que dans la formation, on peut être en situation de handicap pour pouvoir exercer ce métier. Donc voilà, je voulais juste vous donner quelques informations. Vous retrouvez aussi donc, dans cette synthèse qui est beaucoup plus développée, c'est que 91% des organismes de formation se disent prêts effectivement à avoir des postes à pourvoir pour les personnes en situation de handicap, qu'une entreprise sur 5 de moins de 20 salariés a aussi 43% se disent prêts à embaucher. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une porte ouverte, grande ouverte, pour les personnes en situation de handicap qui sont intéressées par les organismes de formation. Donc, c'est une étude très enrichissante pour ceux qui pourraient être autour de ce webinaire aujourd'hui et qui sont reconnus RQTH et qui sont suivis même par Cap Emploi, de pouvoir bénéficier aussi d'avoir un projet qui va dans ce sens. Donc, je laisse la parole, juste encore une slide, Mélodie, pour parler de formation. Donc, comme tout à l'heure, vous l'avez entendu, on a énormément de contrats. Alors, alternance veut dire aussi de professionnalisation. Hein, ce n'est pas seulement des contrats d'apprentissage. C'est énorme, hein, c'est une branche qui a énormément évolué dans ce sens pour se dire que lorsqu'on a, pendant un certain nombre de temps, la personne en formation, elle peut être en formation, en organisme de formation, mais surtout en interne, puisqu'ils sont organismes de formation, donc qui de mieux peut faire des contrats pro au sein d'un organisme de formation et garder le salarié. Et je pense que c'est la meilleure école. Et enfin, pour finir, il faut savoir qu'il y a les diplômes d'État, mais il y a aussi ce qu'on appelle chez nous les certificats de qualification professionnelle. Ce sont des certifications de branche. Donc, ce sont je dirais, des formations plutôt courtes qui sont validées par la branche des organismes de formation et qui ne donnent pas, je dirais, droit comme ce n'est pas l'État qui va fournir la certification, c'est la branche. Donc, vous pourrez exercer dans le métier dont vous avez fait le CQP. Et ensuite, il y a tout ce qui est la formation diplôme d'État qui, elle, est fournie par l'État comme un CEP, un BEP, un BTS, une licence, etc. Je crois qu'il reste une slide, dommage. Non, il n'y en a pas. Donc là, je vais laisser parler Mélodie sur tout ce qui est formation et dispositif et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place avec ses clients organismes de formation. Alors, effectivement, merci Sabine. Donc, on va revenir effectivement sur ce qui est les formations. Donc, comme le disait Sabine, effectivement, donc dans les formations, en fait, hein, vous avez bien deux sortes de formations différentes. Hein. Vous avez donc les certificats, les CQP. Donc, là, autrement dit, vraiment les formations de branche et les formations RNCP qui, elles, sont les formations d'État. Donc, vraiment deux formations, deux sortes de formations différentes, mais deux formations avec lesquelles vous pourrez travailler dans la branche. Donc, c'est vrai que il ne faut pas non plus hésiter. Donc, je vais revenir en arrière, mais quand on parlait tout à l'heure d'alternance, alors forcément, l'alternance, hein, les organismes d'information en sont très friands puisque la plupart, en tout cas aujourd'hui, on a quand même beaucoup de centres de formation qui étaient juste organismes de formation et qui maintenant sont organismes de formation et centres de formation des apprentis. Hein. C'est différent, hein, être organisme de formation et centre de formation des apprentis, c'est deux choses différentes. Mais il y en a beaucoup qui sont les deux, en tout cas. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'alternance, parce que oui, quand on parle d'alternance, en fait, peut-être que vous ne connaissez pas la différence, mais l'alternance, dans l'alternance, on a deux choses. On a le contrat d'apprentissage et on a le contrat pro. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux, puisque le contrat pro, on va déjà parler plutôt du contrat d'apprentissage. Hein, vous en entendez énormément parler, je pense, hein, même sur les réseaux sociaux, aux informations, etc. C'est quand même la priorité de l'État hein, de développer effectivement la voie de l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est pour des diplômes dits RNCP, donc diplôme d'État, et donc ça va être pour des personnes qui ont en tout cas moins de 30 ans, sauf si vous êtes public prioritaire, mais ça, voilà, on ne va pas revenir sur les détails. Et vous avez donc le contrat de pro qui a sa différence, lui. On va pouvoir faire un contrat pro à n'importe quel âge. Donc là, quand on parle de reconversion, effectivement, vous pouvez être quelqu'un qui a déjà un certain âge et qui a déjà fait plein de choses dans sa vie et qui finalement se dit je n'ai pas choisi la bonne voie, effectivement, je veux me reconvertir. Et il ne faut pas avoir peur de l'alternance, en fait. N'ayez pas peur de l'alternance. L'alternance, en tout cas par la voie de contrat pro, va pouvoir répondre à tous les âges. Sauf que si vous avez plus de 26 ans, pour pouvoir rentrer dans un contrat pro, vous devez être obligatoirement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Mais sinon, effectivement,
n'ayez pas peur de « j'ai pas un âge pour faire un contrat pro ». Pas du tout, n'ayez pas peur de ça en fait. Hein. Le contrat pro, tout le monde va pouvoir y entrer, donc sous réserve effectivement de bien être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Et donc, les entreprises en fait sont très friands en fait de pouvoir laisser la chance à quelqu'un de le former, hein, parce que vous êtes en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, donc vous êtes formé sur tout ce qu'on va dire est théorique, etc. Donc là, vous allez avoir toute cette partie pédagogique théorique en centre de formation, mais vous allez acquérir tout votre savoir-faire finalement, du coup, en entreprise. C'est ça l'alternance, c'est d'apprendre vraiment sur le terrain. J'apprends mon métier. Donc, c'est très bien d'avoir un diplôme, une certification, etc. Mais ce qu'on veut aussi, enfin, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ce que les entreprises cherchent, c'est aussi quelqu'un qui a un savoir-être et un savoir-faire qui soit voilà, vraiment bien développé. Et donc, ça, il n'y a rien de mieux que de l'apprendre sur le terrain, en tout cas dans l'entreprise où on est. Et les organismes de formation, souvent, recrutent même sans diplôme. Donc, admettons, je vais prendre un exemple, hein, mais je vais reprendre l'exemple de l'assistante de formation. Mais si je suis quelqu'un qui a un BTS, assistante de gestion, PME, voilà, mais je n'ai jamais travaillé dans la formation, d'accord? Et bien là, il va pouvoir vous proposer de vous prendre en assistant de formation et de vous former en interne. Voilà, il existe aussi des contrats pro dits sur mesure, hein, voilà, où du coup, le centre de formation, c'est l'entreprise en elle-même. Donc, elle va vous transmettre ses savoir-faire et ses savoir-être pour pérenniser votre emploi. En fait, le but en fait d'un contrat en alternance, c'est aussi de pouvoir prendre quelqu'un dans son entreprise, de lui transmettre ses savoirs, parce que quelqu'un qui vous embauche en alternance, elle va quand même passer du temps, d'accord? Donc, du temps à vous former, à vous transmettre tous ces savoirs. Donc, le but, ce n'est pas de vous mettre dehors juste derrière. Au contraire, c'est j'ai transmis à cette personne et cette personne, elle va rester chez moi parce que cette personne, elle saura bien travailler à ma façon, à mon organisme de formation, d'accord? Chaque organisme de formation va travailler différemment. C'est vrai que quand on va passer un CQP ou un diplôme, on a voilà les savoirs de base, comme on en a parlé tout à l'heure, Sabine. Et puis après, en fonction de l'entreprise dans laquelle je rentre, j'ai des savoir-être et des savoir-faire qui sont différents. Pourquoi? Parce que j'ai une équipe qui est différente, qui travaille différemment, parce que je ne vends pas la même chose, parce que je n'ai pas la même qualité pédagogique, parce que je ne fais pas forcément la même formation. On a aussi aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, des centres de formation qui vont être que sur de la formation en présentiel. Et puis, depuis le Covid, c'était déjà le cas un petit peu avant, mais depuis le Covid encore plus, on a toutes ces formations qui sont en distanciel. On a des MOOC, on a de la formation. Voilà, on a toutes sortes de formations différentes. Et là, effectivement, d'un centre de formation à l'autre, ce n'est pas parce que j'ai travaillé chez X que demain, je serai 100% polyvalente et prête à travailler chez Y. Parce que chez Y, il va faire des formations différentes et il travaille différemment. Donc, en fait, c'est pour ça que finalement, tout au long de notre vie, entre guillemets, on a besoin d'être formé. Partout où on va devoir réapprendre des savoirs différents. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, pour parler en tout cas de la formation et dans les organismes de formation, effectivement, en tout cas, moi, par rapport à tout ce que je vois depuis des années, c'est qu'ils ne sont vraiment pas fermés à former les gens. D'autant que, comme je vous le dis aujourd'hui, alors là, je vais sortir du contexte organisme de formation, mais là, je vais parler de toutes les branches et toutes les entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont de la peine à recruter et ce qu'elles veulent, c'est des gens qui veulent travailler, d'accord? Donc, c'est des gens qui sont motivés, qui veulent apprendre et qui veulent apprendre un métier, d'accord? Donc, voilà, en tout cas, dans les organismes de formation, comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de métiers, beaucoup de choses à faire. Alors oui, comme l'a dit Sabine, j'en parle avec passion parce que moi-même étant en tout cas conseillère formation, je ne travaille pas dans un organisme de formation, hein, je travaille dans un OPCO. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi travailler avec les organismes de formation parce que voilà, ils ont plein de choses à transmettre, plein de choses à apprendre, comme plein d'autres branches. Hein, je ne dénigre aucune branche, bien au contraire. Ayant travaillé dans une multitude de branches, je sais qu'il y a énormément de choses intéressantes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est là pour vous parler des organismes de formation. Et comme vous le voyez, comme vous avez pu le voir, j'espère que vous aurez un petit peu transmis de passion dans ces métiers-là. Mais voilà, n'ayez pas peur en tout cas de vous rediriger vers cette branche et de franchir le cap aussi. Souvent, on est devant une annonce d'emploi et on se dit, eh bien, pourquoi? C'est vrai que j'irais bien, mais je me dis que je ne suis pas forcément formée ou que je n'ai pas toutes les compétences pour.
eh bien, OK, pourquoi pas, mais si vous avez l'envie et que vous avez ce savoir-être d'écoute, de relationnel, de sens de la pédagogie, eh bien, allez-y, quoi. C'est peut-être effectivement qu'il y a quelque chose à faire et allez-y, postulez aux offres et puis voyez un peu après, avec si vous arrivez effectivement jusqu'à la phase de l'entretien, voyez effectivement ce que l'employeur, en tout cas, peut vous proposer. S'il a une formation, en tout cas, à vous proposer, et que ce soit en externe ou en interne, peut-être que votre profil va l'intéresser en fonction déjà de votre savoir-être et on retravaillera les savoir-faire après, du coup, en interne. Et voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. On va finir, Mélodie. Nous sommes sur un timing, mais nous l'avons respecté. Par contre, il y a 2 questions intéressantes de Nathalie. Est-il possible d'être recruté sans formation CQP si nous avons des compétences en rapport avec la fonction? Vous avez entendu, Mélodie, elle vous l'a dit, que le CQP n'est pas une entrée obligatoire. Donc, on peut avoir d'autres compétences et ensuite, vous serez formé en interne. Ça peut être aussi éventuellement on l'a dit, sur du sur-mesure, puisque le conseiller formation d'Acto sera mettre en place pour l'entreprise qui le souhaite un dispositif par rapport à un autre. Donc, première question. Deuxième question, est-il possible de trouver un temps partiel? Oui. Alors, c'est sûr que les offres, souvent, dans l'idéal, c'est du temps plein, mais n'hésitez jamais à postuler si vous avez un mi-temps, parce qu'effectivement, il faut mieux avoir quelqu'un à mi-temps que pas du tout. C'est l'entreprise qui va dire oui, c'est possible chez nous, non, ça ne l'est pas. Mélodie, tu pourras compléter, mais en tout cas, je pense que le temps partiel, oui, c'est pas non, il n'y a jamais non, c'est avoir avec les formations, le nombre d'heures que vous souhaitez, etc. C'est une vraie discussion RH avec l'organisme de formation. Je finis la dernière question et je te donne le relais, Mélodie. Est-ce que vous relayez les offres des entreprises dans lesquelles vous travaillez? Si oui, où peut-on les trouver? Donc, nos offres, c'est toutes dans les régions. Donc, on a des homologues dans les autres régions dans lesquelles vous êtes situés. Donc, Mélodie est conseillère de formation. Il y a dans d'autres régions des chargés de projet comme moi. Nous faisons la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il m'arrive de faire, moi? C'est quand quelqu'un a envie de se reconvertir via le CEP ou autre, ou envie d'intégrer les organismes de formation, je vais faire passer son CV par l'intermédiaire du conseiller formation qui restera toujours le lien et le contact privilégié de nos entreprises et il va transmettre votre candidature ou votre CV directement à l'entreprise. Quelles sont les conditions hormis d'être inscrit à Pôle emploi pour les contrats pro? Donc, c'est le moment de te redonner, Mélodie, la parole. Mélodie, votre micro. Ah, ça y est, il est remis. Alors, pour revenir un petit peu sur la question des temps partiels, moi, je voulais juste dire qu'effectivement, j'ai souvent le cas dans les organismes de formation où elles recrutent des assistantes de formation à temps partiel. Alors, peut-être pas à mi-temps, mais j'ai souvent des 24 heures. Voilà, en tout cas, ça, c'est souvent… moi, en tout cas, en Grand Est, en Lorraine, dans les petits organismes de formation, j'ai souvent des postes d'assistante de formation, en tout cas à 24 heures. Donc voilà, et il se peut aussi que dans des plus petits centres ou autres, même dans des gros centres, on ait des fois des assistantes qui soient à mi-temps, ça arrive. Donc, c'est pareil, il ne faut pas se fermer. Vous pouvez très bien envoyer une candidature en précisant effectivement dans votre lettre de motivation que vous recherchez un poste à temps partiel. Vous ne savez pas, demain, effectivement, des fois, on a des entreprises qui recherchent et qui ont tellement de mal à trouver que peut-être elles se diront effectivement, c'est un profil qui peut me convenir et pourquoi pas partir sur un temps partiel dans un premier temps et puis voir après. En tout cas, ça, c'est une discussion effectivement à avoir en direct, en entretien avec l'employeur, mais ne vous freinez pas en tout cas pour ça. Vous pouvez quand même envoyer votre candidature. Ne laissez pas ça être un frein en tout cas à une éventuelle candidature parce que vous ne savez pas derrière ce que les entreprises peuvent penser et peuvent vous proposer. Donc, allez-y postuler. Par rapport aux conditions pour les contrats pro, alors non, il n'y a pas de conditions, si ce n'est qu'effectivement, si on a plus de 26 ans, il faut être inscrit à Pôle emploi. Mais sinon, il n'y a pas de conditions particulières. Je veux dire, la voie du contrat pro, en tout cas, est ouverte à tout le monde. Donc, voilà, c'est une voie qu'il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver d'y aller. Alors, il se peut aussi que des fois, il y ait des… Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes entreprises, de ne pas préciser sur leurs annonces que c'est un contrat pro, parce que des fois, il y a des personnes qui pourraient être
freiné ou un petit peu refroidi de voir je vais être en contrat pro, je vais retourner à l'école, etc. Alors, pas forcément, vous voyez, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des contrats pro sur mesure où vous allez être formé en interne. Donc, vous n'allez pas retourner à l'école, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'aime les entreprises. Ne le précisez pas forcément. Par contre, c'est à repréciser effectivement lors d'un entretien de bien dire à la personne que la personne, quand vous allez signer votre contrat, vous allez être accompagné, vous allez être formé, vous n'allez pas être dans la nature. Voilà, vous allez être bien accompagné. Alors, je reprends vas-y. le Mélodie. Alors, où accéder aux offres aux personnes en situation de handicap. Alors, si vous êtes accompagné par Cap Emploi, vous avez toujours toutes ces offres parce qu'eux, ils travaillent avec tous les secteurs qui sont les nôtres. Vous avez aussi la possibilité, comme l'a dit, ne jamais vous censurer le fait de postuler. Je veux dire, le fait d'être en situation de handicap ne doit pas être un frein. Vous avez vu, ils ont signé cette charte avec la GFIP, de dire que la plupart des postes, peut-être avec les commerciaux où il faut beaucoup bouger, ils sont prêts aussi à vous. Alors, j'ai eu le cas, je peux vous donner l'expérience. Moi, j'ai suivi des personnes en situation de handicap sur nos parcours d'alternance, professionnalisation et apprentissage. Et chaque fois qu'il a fallu adapter le poste de travail, nous l'avons fait. C'est-à-dire que nous avons pu, avec la GFIP, mettre des budgets à l'entreprise, parce que là, je travaille aussi avec les conseillers formation, de dire, attention, nous allons avoir un entretien tripartite pour pouvoir mettre en place un nouvel équipement informatique, de bureautique, alléger la formation, regarder quel poste, etc. Et pour des personnes qui sont reconnues TH aujourd'hui, liées à une maladie, il va falloir adapter un nouveau poste. Donc, tout ça, c'est pris en compte. Alors, dire où on trouve les offres, c'est les mêmes qu'ailleurs et c'est à vous, lors de l'entretien, d'en discuter. On sait très bien qu'il y a des handicaps qui se voient et des handicaps invisibles. Donc, c'est à vous de voir si l'entreprise peut vous accepter en entretien pour voir si un poste est ouvert ou pas à une personne en situation de handicap. Pour la rémunération, par exemple, comment ça se passe? Là, c'est toute une discussion. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure, ça va, je ne vais pas dire que ça triple, mais quelqu'un qui va commencer en formation va gagner moins en tant que salarié que quelqu'un qui a une expertise. Quelqu'un qui va amener 20 ans, 15 ans dans un domaine particulier et qui va être expert dans ce domaine, il va se former plutôt sur les outils pédagogiques, c'est-à-dire comment on met en place des cours. Il ne va pas du tout se mettre sur la partie métier. Donc voilà, tout va dépendre de quel est votre métier d'origine, pourquoi vous vous reconvertissez. Est-ce que c'est quelque chose, vous faites peut-être de l'accompagnement, donc qui fait de l'accompagnement peut faire de la formation, qui fait des ressources humaines peut aller en formation, puisque les ressources humaines, c'est l'accompagnement, le recrutement, la rémunération, l'administration du personnel, etc. Donc, vous pouvez passer d'un service RH à un centre de formation. Voilà. Donc, est-ce que pour ceux à qui on répond, ça serait bien de nous dire que ça répond à votre question ou pas? Et Mélodie, il y a encore une question sur le contrat pro. Quelle rémunération est possible en contrat professionnel? Alors, pour revenir sur la rémunération, donc effectivement, Sabine a très bien parlé de la rémunération, mais pour la rémunération en contrat pro, comment ça se passe? Alors, quand on est en contrat pro, on est rémunéré selon son diplôme et son âge sur un pourcentage du SMIC. Souvent, quand on est en projet de reconversion, c'est qu'on a déjà un certain âge, en tout cas plus de 26 ans, et la plupart du temps. Et dans ce cas-là, on parle plus, on n'est plus sur ce stade de pourcentage du SMIC, on est à 100% du SMIC ou 100% du minimum conventionnel, puisque dans la branche des organismes de formation, nous avons un salaire conventionnel minimum, donc qui est un tout petit peu au-dessus du SMIC. Donc voilà, après l'entreprise, effectivement, enfin l'organisme de formation, par exemple, dans le cas d'un contrat pro sur mesure, va pouvoir payer son nouveau collaborateur à la rémunération qu'il souhaite. Donc, s'il a envie de le payer 2 000 €, 3 000 € ou peu importe, c'est lui qui choisit le salaire. En fait, il n'y a pas de contre-indication à payer plus son salarié que les bases du SMIC ou les bases des pourcentages du SMIC en fonction de l'âge et du diplôme. D'ailleurs, même si, par exemple, on a 20 ans avec un bac pro, etc., qu'on doit être à 70% du SMIC ou autre, ça, c'est l'obligation légale. Chaque employeur a le droit de payer plus
son collaborateur s'il en a l'envie. Il a une obligation légale d'un minimum à respecter, mais il peut le payer plus. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, voilà, je crois que on a répondu en tout cas pour Naïma, ça c'est sûr. On a encore une question d'Evelyne. Alors, je crois qu'on a jusqu'à 30, il reste 5 petites minutes. J'en profite avant que la question soit posée pour conclure. Si vous avez une envie d'aller plus loin, d'explorer ce qui est possible pour vous dans le domaine de la formation, est-ce qu'il faut se former? Si je me forme, quel financement choisir? Est-ce qu'il peut y avoir des aides, des dispositifs qui peuvent être pertinents? Sinon, si vous souhaitez postuler directement, mais qu'il faut refaire le CV, préparer une stratégie de la recherche d'emploi, ou bien si vous souhaitez explorer l'option contrat de professionnalisation, mais vous n'êtes pas encore demandeur d'emploi, vous êtes en poste, tout ça c'est possible et plus grâce au service public gratuit, neutre, confidentiel qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle. C'est quoi? C'est tout simplement un service d'État qui permet à chaque salarié, à chaque indépendant de faire le point sur sa situation et envisager, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle. Donc, comme on a dit, c'est confidentiel. C'est un conseiller, une conseillère qui peut vous recevoir et vous accompagner tout au long de votre réflexion jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. Un conseiller, une conseillère qui sont impartial et qui vous aide à vraiment faire un choix éclairé et qui vous accompagne tout au long de la démarche. C'est accessible. Je parle maintenant de la région Grand Est, on a à peu près une 50aine d'agences, mais partout en France. Si vous allez sur le site mont-du6cep.org, si vous choisissez votre statut et votre code postal, une agence vous sera proposée à moins de 30 km de votre domicile. En fonction de votre statut, plusieurs opérateurs peuvent vous accompagner. Si vous êtes salarié indépendant, c'est les opérateurs régionaux comme le réseau Urbain Grand Est, mais aussi d'autres dans d'autres régions. Si vous êtes cadre, vous pouvez choisir d'être accompagné par APEC ou par un opérateur régional. Les demandeurs d'emploi peuvent être accompagnés par le Pôle emploi, les jeunes de moins de 26 ans en difficulté d'insertion par mission locale. Et si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous tourner vers Cap Emploi. Mais toutes ces informations sont plus sur le site de mont-du6cep.org. Voilà. Donc, je voudrais juste préciser avant que tu termines, Thomas. Sachez aussi que ce que vous venez de vivre, les conseillers en évolution professionnelle, donc le CEP, est aussi sensibilisé et professionnalisé sur nos branches, dont les organismes de formation. Ils ont eu un webinaire de professionnalisation pour justement mieux accompagner chaque salarié qui souhaite se reconvertir dans cette branche. Donc, sachez qu'avec les infos que vous venez d'avoir, plus la sensibilisation des CEP à cette branche, alors on parle du Grand Est, hein, Thomas, parce qu'on fait partie du Grand Est, mais voilà, ça peut se faire ailleurs. En tout cas, moi, c'est webinaires mensuels. Je sais que les CEP ont eu cette petite piqûre de professionnalisation pour mieux vous accompagner, mieux vous écouter, mieux vous orienter et vous aider à vous reconvertir dans la branche des organismes de formation. Je ne peux pas taper comme l'a fait Mélodie, mais je pense la même chose. En tout cas, moi, je vous remercie encore de cette attention. J'ai été très contente de partager ce lundi du CEP avec mon partenaire et d'y convier Mélodie, qui est ma collègue, bien sûr, et qui est une référente des organismes de formation depuis très longtemps. Et je vais peut-être redonner la parole pour qu'il termine peut-être le CEP avant que Mélodie peut-être finisse et clôt la présentation. Merci beaucoup, merci de votre participation, merci à nos invités. N'hésitez pas à consulter le site Les lundis du CEP pour voir et vous inscrire au prochain webinaire. Et bientôt, en avant-première, c'est nos 2 semaines de l'évolution professionnelle qui vont démarrer avec plus de 100 webinaires destination tout public sur les métiers, sur les différents aspects de la reconversion. N'hésitez pas à aller voir le site de votre opérateur du Conseil d'évolution professionnelle. Merci beaucoup à tout le monde et bon appétit. Mélodie. Oui, merci. Merci à tous. Quand je vois les commentaires, ça fait plaisir. Je pense qu'on a fait une belle présentation. Donc, merci à Thomas, Sabine. Et vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, le travail en équipe, c'est important parce que vous voyez que Sabine, c'est ma collègue. Et voilà, on aime beaucoup travailler ensemble. Donc, ça aussi, c'est important. Donc maintenant, voilà, plus qu'un conseil, hein, contactez vos CEP, allez sur notre site. Et voilà, on souhaite un très bon appétit à tout le monde, une très belle journée et une très belle semaine
À très bientôt.